Nous nous sommes rencontrés il y a 20 ans à cause de Gaza. J'étais une jeune avocate juive israélienne vivant à Tel Aviv. Je venais de fonder Jisha, une organisation de défense des droits humains qui fournit une assistance juridique aux résidents de Gaza. Il était né dans un camp de réfugiés palestiniens là-bas, mais s'était installé dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, près de 2 décennies plus tôt lorsqu'il était étudiant. L'armée israélienne refusait cependant de mettre à jour son adresse de résidence déclarée, dans le cadre d'une politique visant à minimiser le nombre de Palestiniens vivant en Cisjordanie, tout en étendant les colonies juives sur place. Quand je l'ai rencontré, il était bloqué à Ramallah depuis 6 ans, incapable de voyager de peur que les soldats israéliens au point de contrôle à l'extérieur de la ville ne voient Gaza, comme adresse sur sa carte d'identité approuvée par Israël, et ne le renvoient là-bas, le déracinant de sa femme de l'époque, de son fils et de l'université où il enseignait. Il avait été accepté dans des programmes de doctorat en Israël et en Grande-Bretagne, mais l'accès lui en était interdit. Son cas fut l'un des premiers que j'ai plaidé devant la Cour suprême d'Israël. Le verdict lui a permis de se rendre à Londres pour ses études, bien que le gouvernement israélien ait toujours refusé de changer son adresse. Lorsqu'il est revenu à Ramallah avec son doctorat, nous nous sommes revus pour discuter de son dossier. Mais nous avons fini par parler de poésie, de la fin de son mariage et de notre amour commun pour la mer. Nous sommes restés assis pendant des heures dans un restaurant bondé du centre de Ramallah, commandant du thé, du café et du vin, ne voulant pas que la rencontre prenne fin. Ensuite, nous avons échangé des courriels, discuté sur Skype et nous nous sommes revus. Nous étions submergés de suppositions l'un sur l'autre et intimidés à l'idée de les clarifier. Il voulait savoir si j'avais servi dans l'armée israélienne. Ce n'était pas le cas. Je craignais qu'il n'ait adopté des convictions conservatrices sur le genre et la sexualité. Quand j'ai réussi à aborder le sujet, il a dit « J'aime les personnes homosexuelles. Elles résistent à ce que la société attend d'elles. » Se découvrir l'un l'autre signifiait découvrir le monde de l'autre. Grâce à lui, j'ai appris l'arabe, la langue depuis longtemps oubliée de mon père né en Irak. Grâce à moi, il a renoué avec l'hébreu qu'il parlait jeune homme, lorsqu'il travaillait sur des chantiers de construction israéliens, puis plus tard dans une prison militaire israélienne, où il avait été envoyé pour sa participation à des manifestations. Les tabous étaient écrasants, tout comme la dynamique de pouvoir qui servait de contexte à notre relation. Mon hébreu et ma citoyenneté me donnaient de l'assurance pour répondre aux menaces des soldats ou des colons israéliens. Lui craignait chaque point de contrôle, chaque visite dans une zone fréquentée par des colons armés. En tant qu'Américaine d'origine israélienne née dans le New Jersey, j'abordais le changement et le risque avec l'assurance de quelqu'un qui s'était senti en sécurité toute sa vie. Lui avait connu l'arrestation, l'emprisonnement et la torture, et traversait la vie comme si le sol pouvait s'effondrer sous ses pieds. Parfois, c'était le cas. La loi israélienne lui interdisait d'entrer en Israël et m'interdisait d'entrer à Ramallah. Mais j'ai tout de même abandonné ma vie au bord de la mer à Tel Aviv pour le rejoindre dans les collines arides de Cisjordanie. J'avais 35 ans. Il en avait 43. Nous étions des tardifs, méfiants envers nous-mêmes et l'un envers l'autre, et piètres en communication. Nos 2 premières années ensemble furent un cycle de rupture et de réconciliation. Nous avons dû sculpter et défendre un espace interdit où nous pourrions faire des erreurs, apprendre à nous disputer sans rupture et laisser notre amour fragile grandir. Contre toute attente et contre la loi, nous avons construit notre foyer dans la cocotte minute de la Cisjordanie, occupée par Israël. Je faisais la navette entre les points de contrôle pour me rendre à mon travail à Tel Aviv. Il a appris à tenir une cuisine cachère. Nous avons eu 2 magnifiques enfants, aujourd'hui âgés de 7 et 11 ans. Nous partageons une compatibilité de base qu'en dépenser de l'argent, si les enfants pouvaient dormir dans notre lit et comment résoudre les conflits. Le 7 octobre 2023, nous avons été réveillés par un appel de sa nièce à Gaza, qui était terrifiée par des frappes aériennes israéliennes soudaines. Au cours des heures et des jours suivants, nous avons assemblé les pièces du puzzle à partir des médias palestiniens et israéliens et des messages de nos amis et de notre famille. Des vidéos circulant montraient des combattants du Hamas kidnappant des familles israéliennes vers Gaza. Des centaines de morts lors d'une rave israélienne. Mon ami fuyant une roquette à Tel Aviv qui a brisé les vitres de son appartement. Des milliers de tués alors que les frappes aériennes rasaient des écoles, des mosquées et des hôpitaux à Gaza, dans ce qui allait devenir l'un des bombardements les plus intenses de ce siècle. L'annonce que l'armée israélienne allait entamer un siège complet de Gaza, bloquant l'entrée de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, des médicaments et du carburant. Pendant les coupures de télécommunications,
Il passait des heures à essayer d'appeler sa famille, désespéré d'avoir des nouvelles chaque fois qu'une frappe aérienne tombait à proximité. Sa famille a fui vers le sud de Gaza, le premier de multiples déplacements. Nous avons regardé les images des attaques contre le camp de réfugiés de son enfance, sachant que beaucoup de ses voisins étaient encore à l'intérieur de leur maison lorsqu'elles ont explosé. Il a cessé de se raser ou de se couper les cheveux, un rituel de deuil que je connaissais de la tradition juive et que j'ai appris à être partagé par les musulmans. Sa barbe est devenue d'un blanc frappant. Je me souvenais du bouc noir bien taillé qu'il portait quand je l'ai rencontré, ses yeux derrière ses lunettes pétillant alors de rire. Cela semblait remonter à une autre vie. Et Moïse, l'appelai-je, en pressant mes lèvres contre sa joue duveteuse. Tu as des commandements? Il était distrait. Il se sentait coupable d'être en vie, d'avoir de la nourriture, de ne pas pouvoir arrêter le massacre de milliers d'enfants. J'ai acheté des bougies commémoratives dans un supermarché israélien, et nous en allumions une chaque soir au dîner. Chaque jour, il épinglait à sa chemise un morceau de ruban avec le nombre de jours depuis le début de la guerre écrit à la main, voulant que les gens l'interrogent à ce sujet, qu'ils reconnaissent l'enfer qui se déroulait à seulement 80 kilomètres de là, où sa mère, sa sœur, ses frères, ses nièces et ses neveux essayaient de survivre. Chaque soir, il déposait le ruban du jour dans une boîte, 34, puis 302, puis 664. Il ne pouvait se résoudre à rien faire de festif. Alors j'ai emmené notre fille et notre fils au parc de trampoline, au centre commercial, à la piscine et à New York, pour rendre visite à ma famille sans lui. Cela le faisait souffrir que les restaurants et les cafés soient encore ouverts à Ramallah, que les gens sirotent des cappuccinos et boivent des bières pendant que ses frères et sœurs fuyaient de tente en bâche, de bâche en chambre louée, essayant d'échapper aux frappes incessantes. Lorsqu'il a parlé à la petite fille de son neveu, âgée de 2 ans, elle a dit d'elle-même. Le bébé s'est réveillé et a peur des bombardements. Sa nièce, 26 ans, appelait ou envoyait des messages chaque soir, terrifiée et désireuse de parler à quelqu'un qui se trouvait en sécurité. Il la faisait rire et taquinait sa sœur, dont la maison avait été détruite, sur le fait qu'elle ne pouvait pas trouver de teinture pour ses racines blanches désormais apparentes. Pourtant, il restait très fonctionnel. Il conduisait nos enfants au karaté, donnait ses cours à l'université et faisait la vaisselle. Je n'arrivais pas à comprendre où il rangeait son angoisse. Chaque soir, après que les enfants s'étaient endormis, il s'asseyait sur une chaise dans notre jardin, les yeux rivés sur Al Jazeera sur son téléphone, fumant une cigarette et s'enfonçant davantage dans le désespoir. Comme moi, il se tenait au seuil de la chambre de nos enfants et les regardait dormir, mais sa gratitude se mêlait de terreur. Il se voyait en son frère cadet, essayant de protéger ses 5 enfants, tout en sachant qu'il ne le pouvait pas. Il se sentait coupable parce que nous étions en sécurité et effrayé parce que nous ne l'étions pas, alors que l'armée israélienne intensifiait ses incursions dans les villes de Cisjordanie et fermait davantage de routes autour de nous. Nous gardions un sac à dos prêt avec passeport, bijoux, argent liquide et une lampe de poche, mais sinon nous vivions comme si nos vies étaient normales. Un soir, alors qu'il était allongé sur le dos, le regard dans le vide, j'ai essayé de lui parler. J'ai l'impression que nous attendons juste d'être tués, a-t-il fini par dire. Je ne savais pas s'il s'identifiait à son frère cadet à Gaza, qui lui ressemble et a le même rire, ou s'il craignait que l'armée israélienne ne vienne aussi chez nous. Pendant notre cours, lorsqu'il s'assombrissait et s'éloignait, je le poussais à se confier, ce qui le poussait à s'emporter et moi à contre-attaquer. Nous avons depuis beaucoup progressé dans notre façon de communiquer, mais je ne savais pas comment atteindre quelqu'un qui ressentait une telle douleur. J'ai posé ma tête sur son épaule. « Je t'aime », ai-je dit. « J'aimerais avoir plus à te donner que mon simple amour. » Nous nous sommes serrés fort l'un contre l'autre, alors que le monde continue d'exploser autour de nous, et que la famille de mon conjoint à Gaza lutte pour survivre. Je ressens une gratitude féroce et désespérée que nous puissions encore nous aimer. L'amour ne suffit pas à nous protéger, ni à protéger qui que ce soit. Mais nous avons l'intention de l'utiliser comme un bouclier aussi longtemps que nous le pourrons.